Franchement, le foot médiatique, c'est quand même quelque chose. Parce qu'avec Bruno Genesio, on a eu ces derniers jours un exemple très révélateur. Après l'élimination de Lille contre Aston Villa, il y a eu les critiques. Bon, jusque-là, il n'y a rien d'anormal. Dans le foot, ça a toujours existé. Un coach perd, un choix tactique qui marche pas, une équipe qui sort d'une compétition, évidemment, il y a des critiques. Évidemment qu'il y a des débats et évidemment qu'il faut analyser. Mais ce qui m'a intéressé dans la réaction de Genesio, c'est pas tellement sa défense. Ce n'est même pas le fait qu'il soit juste agacé. C'est ce que toute cette séquence raconte du football médiatique d'aujourd'hui. Parce que tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est pas juste un débat sur un système à 5, un match raté ou un manque supposé d'ambition. Non, ce qu'on a vu, c'est juste quelque chose de plus large, quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent. Cette espèce de mécanique où la critique n'est plus seulement une partie du débat, elle devient presque le débat lui-même. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Parce qu'au fond, le sujet, c'est pas seulement Genesio. Genesio, c'est le point de départ, c'est le déclencheur. Le vrai sujet, il est plus grand. Le vrai sujet, c'est l'art de critiquer dans le football. Le vrai sujet, c'est la place qu'a prise la critique dans le traitement du football médiatique. Et surtout, le vrai sujet, c'est ça. Le problème du football médiatique, c'est pas qu'il soit sévère, c'est qu'il a transformé la critique en ligne éditoriale rentable. Et ça, pour moi, c'est la bascule. Parce qu'il faut être honnête, la critique n'est pas née d'hier. Ce n'est pas le football d'aujourd'hui contre le football d'avant, où tout aurait été plus pur, plus intelligent, plus noble. Non, ça serait trop simple et ça serait... Dans le football, on a toujours jugé. On a toujours dit qu'un coach s'était trompé, qu'un joueur avait été mauvais, qu'un président faisait n'importe quoi. Et ça, c'est normal. Ça fait partie du sport. Ça fait partie du débat. Et quelque part, ça faisait même partie du football. Donc attention, le sujet ici, c'est pas de dire qu'il ne faut plus critiquer. Au contraire, le football a besoin de critique, a besoin d'analyse, a besoin de regard extérieur. Le problème, c'est qu'avec le temps, la critique a changé de statut. Avant, elle pouvait être une conséquence de l'analyse. Aujourd'hui, très souvent, elle est devenue un format en elle-même. Une manière de capter l'attention, une manière de faire réagir, une manière d'exister médiatiquement. En gros, on n'est plus seulement dans « qu'est-ce que tu as vu sur le terrain ?» On est de plus en plus dans quelle est la phrase forte, qui est le coupable, qui doit être attaqué, qui faut-il désigner. Et là, ça change tout, parce que quand la critique devient un produit, elle ne fonctionne plus de la même manière. Quand ton modèle, c'est plus seulement d'éclairer le jeu, mais aussi de faire du bruit autour, forcément tu récompenses autre chose. Tu récompenses la dureté, tu récompenses le ton tranchant, tu récompenses la petite phrase, tu récompenses l'opinion qui marque plus que l'explication qui l'a construite. Et c'est là que le cas Genesio est intéressant. Parce qu'on peut totalement critiquer ses choix, bien sûr. On peut dire qu'il s'est trompé, que son plan n'a pas marché, qu'il a manqué d'ambition. Tout ça se discute. Mais ce que lui semble dénoncer, ce n'est pas le droit à la critique. C'est une forme de fatigue face à certaines critiques automatiques, répétitives, voire même paresseuses. Comme s'il suffisait de le faire rentrer dans son rôle. Le coach un peu trop prudent, un peu trop limité, un peu trop facile à viser. Et là, ça devient intéressant parce qu'on sort du simple cas personnel. On touche à un vrai sujet. Est-ce qu'on critique encore pour comprendre ou est-ce qu'on critique d'abord parce que ça fait partie du spectacle? Et là, je vais aller encore un peu plus loin. Parce que là, ce serait trop facile de dire oui, les journalistes, voilà, en fait, c'est eux le problème. Ça serait trop confortable. Et surtout, ça serait totalement pas honnête. Parce que si cette manière de parler du foot a pris autant de place, c'est pas seulement parce que certains la produisent. C'est aussi parce qu'elle trouve son public. Et ce public, c'est nous. On regarde, on critique, on commente, on s'indigne, on dit même qu'on en a marre de certains débats, mais on va quand même les voir. Et ça, faut l'assumer, parce que le football médiatique, il ne fait pas qu'imposer un ton. Il répond aussi à quelque chose de très humain chez nous. L'être humain aime juger. Il adore donner son avis, il aime classer, il aime trancher, il aime aussi dire qui a raison, qui a tort, qui est fort, qui est fini, qui doit partir. Pas seulement dans le foot d'ailleurs, dans le cinéma, la musique, l'art, dans la politique, partout. Le jugement, c'est presque un réflexe humain. Pourquoi? Parce que critiquer, c'est facile d'accès. Parce que critiquer donne une position. Parce que critiquer donne parfois une impression de maîtrise. Parce que critiquer permet aussi de simplifier les choses complexes. Et c'est là qu'il y a un truc très important. Comprendre, c'est difficile. Comprendre le contexte d'un entraîneur, comprendre un effectif diminué, comprendre la fatigue, comprendre les blessures, comprendre la dynamique mentale, comprendre pourquoi un coach choisit une option plutôt qu'une autre, comprendre pourquoi un coach choisit une option moins spectaculaire mais qu'il estime plus adaptée. Tout ça, c'est long, c'est exigeant et ça demande de ralentir.
Et forcément, dans un monde médiatique où tout va vite, tout doit circuler, où tout doit provoquer une réaction, qu'est-ce qui gagne le plus souvent? La phrase, le verdict, le jugement. Et c'est là pour moi qu'on commence à toucher à la séquence la plus importante de tout ça. Parce que dans cette culture de la critique permanente, cette culture du jugement rapide, elle ne change pas seulement la manière dont on parle du foot. Elle change aussi petit à petit la manière dont le foot se vit et se joue. Pourquoi? Parce que les entraîneurs le savent, les joueurs le savent, les clubs le savent. Ils savent qu'aujourd'hui, chaque choix un peu fort, chaque pari, chaque idée qui sort de la route, chaque tentative qui échoue peut devenir un tourbillon médiatique. Et à partir du moment où l'échec est non seulement une défaite sportive, mais aussi un coup médiatique énorme, qu'est-ce qu'on fait? On se protège. Le coach sécurise davantage, le joueur simplifie davantage, celui qui pourrait tenter préfère parfois assurer, celui qui pourrait créer préfère parfois ne pas se mettre en danger. Et là, on touche à ce qui est sacrifié. Ce qui est sacrifié sur l'autel de cette critique rentable, c'est la prise de risque. Et là, c'est grave. Parce qu'après, on fait quoi? Après, on se plaint. On dit il n'y a plus assez d'artistes, les joueurs n'osent plus, le foot est trop calculé, les coachs sont trop prudents. On voit plus assez de folie. Comment veux-tu réclamer des entraîneurs courageux si à la moindre tentative ratée, on les enferme dans une caricature? Comment tu veux vouloir des joueurs créatifs, des dribbleurs, des profils libres si chaque prise d'initiative devient un extrait, une moquerie, une preuve qu'ils seraient inconséquents ou surcotés? Ça, c'est le paradoxe du football médiatique. Il dit aimer le spectacle, il dit aimer les personnalités fortes, les choix audacieux, l'équipe qui propose. Mais en même temps, il participe souvent à un climat où l'audace coûte de plus en plus cher. Et attention, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut supprimer la critique. Je ne dis pas qu'il faut protéger les entraîneurs. Je ne dis pas qu'il faut devenir complaisant avec les mauvais choix. Pas du tout. Je dis juste qu'il faut se poser une question simple. À quoi sert la critique aujourd'hui? Est-ce qu'elle sert à éclairer? Ou est-ce qu'elle sert surtout à nourrir la machine? Est-ce qu'elle sert à mieux voir le jeu? Ou est-ce qu'elle sert juste à fabriquer du débat permanent? Est-ce qu'elle aide à comprendre le foot? Ou est-ce qu'elle est juste devenue une manière rentable d'occuper l'espace autour du foot? Et c'est pour ça que le cas Genesio m'a intéressé. Pas parce qu'il faut prendre sa défense aveuglément, pas parce qu'il aura raison sur tout, mais parce que sa réaction remet le doigt sur quelque chose de réel. Cette fatigue face à un écosystème où la critique n'est plus seulement un regard, mais parfois presque un automatisme, un réflexe commercial, une habitude de consommation. Et la vérité, c'est qu'on est tous un peu dedans. Les médias parce qu'ils la produisent, les plateformes parce qu'ils la récompensent, et nous parce qu'on la consomme. Donc oui, le football médiatique, c'est quand même quelque chose. Mais si on veut vraiment être honnête, il faut aller jusqu'au bout. Le problème n'est pas seulement qu'il critique, le problème c'est qu'il a fait de la critique une ligne éditorialiste rentable. Et tant qu'on continuera à préférer la sentence à la nuance, le jugement à l'explication, le coupable à la complexité, on risque de continuer à appauvrir petit à petit ce qu'on prétend aimer le plus, la liberté du jeu. Et ensuite, il ne faudra pas s'étonner si le football devient plus prudent, plus lisse, moins inspiré. Parce qu'à force de faire du procès un spectacle, on finit toujours par refroidir celui qui aurait pu créer.